Alors, soirée sur les relations où je pense, comme c'est un peu une tradition pour moi, une soirée sur deux, je pense que j'ai beaucoup trop de matériel sur mes feuilles pour l'heure et demie que j'ai à disposition. Donc je vais de façon créative et dynamique faire des choix d'exclusion ou d'inclusion au fur et à mesure. Euh, les relations humaines, c'est compliqué et on ne peut pas changer les gens. Donc, en toute logique, on va explorer ce qu'on peut faire nous-mêmes durant cette soirée. Et généralement, la question, en tout cas dans le cours MBSR, parce qu'on aborde la communication en pleine conscience, la question c'est toujours, mais quand je suis dans un échange difficile avec quelqu'un de compliqué, comment est-ce que je peux prendre du recul et m'exprimer comme j'aimerais m'exprimer, ne pas dire ce que je ne voulais pas dire ce que je voulais dire. C'est les regrets traditionnels, où on en a trop dit ou pas assez. C'est une question importante, mais en préparant cette soirée, j'ai réalisé qu'en fait, c'est un tout petit bout de la communication et des relations en pleine conscience, et c'est probablement pas le plus déterminant. En fait, il y a un aspect de prévention qui est plus important que l'intervention en situation de crise et qui a un impact probablement beaucoup plus important. Et le premier aspect de la prévention, c'est-à-dire ou prophylaxie, de créer les conditions idéales pour le développement de relations harmonieuses, c'est une question d'éthique. Comme pour toutes les soirées, je le précise maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, rester assis dans une position méditative, prendre une position plus confortable, enfin, sentez-vous libre. La première question, le premier point, c'est un point éthique, parce qu'un certain comportement éthique peut avoir un impact sur la qualité et la satisfaction qu'on obtient de nos relations. Alors fermons les yeux pour explorer un petit peu de cette éthique. Laissant le corps se détendre. Avec chaque expiration, là où il a besoin de le faire. Et en évoquant le souvenir d'un moment où vous avez ou bien menti à quelqu'un, ou bien dit du mal de quelqu'un en son absence. Et parfois parce qu'on a tendance à pas s'en rappeler, ou parfois parce qu'on est une personne très morale, on ne trouve pas d'exemple tout de suite, donc n'hésitez pas à remonter le temps pour trouver à choix une circonstance dans laquelle vous avez menti ou vous avez critiqué quelqu'un en son absence, que ce soit justifié ou non. Et quand vous avez un moment à l'esprit, en évoquant ce moment, en vous rappelant où vous étiez, ce que vous avez dit, là où les personnes autour de vous,
en évoquant l'instant précis où vous avez menti ou critiqué, et en observant comment vous vous sentez en évoquant ce souvenir. Quel est le ressenti physique et émotionnel? Et en évoquant un moment durant lequel vous avez fait preuve de générosité au sens large. Vous avez donné de votre temps, rendu service, apporté une parole ou un message encourageant. Un moment de générosité qui peut être très simple. Y compris les petits gestes du quotidien qu'on fait pour faciliter la vie des autres, en évoquant le premier moment qui vous viendra à l'esprit. Et en appréciant, quand vous évoquez ce moment, quel est le ressenti corporel, le ressenti émotionnel? Comment est-ce que ça se manifeste pour vous? Est-ce que c'est plaisant, déplaisant, neutre? Et qu'est-ce que vous ressentez? Alors, la conclusion à laquelle je pense qu'on va arriver est extrêmement banale, mais j'aime bien l'expérimenter pour en apprécier la réalité. Pour qui est-ce que, en évoquant le moment, qui n'a pas trouvé de souvenir où vous avez menti ou dit du mal de quelqu'un? Ok, pas d'auréole qui flotte au-dessus d'une tête. Pour qui est-ce que le ressenti, en évoquant ce souvenir, était plutôt désagréable, très désagréable? Ok. Pour qui c'était neutre, agréable? Okay. Il y a des cas exceptionnels où il y a des mensonges qui peuvent susciter ça. Alors, pour qui est-ce qu'en évoquant le moment de générosité, il y a eu un ressenti plutôt agréable, très agréable, légèrement agréable? Ok. Pour qui c'était neutre? Ok. Désagréable? Okay. Alors, nous venons de démontrer que... mais c'est important parce qu'en fait, en même temps, c'est complètement évident, et puis en même temps, bonne chance dans la littérature psychothérapeutique pour trouver beaucoup de références à ça, en fait. Donc c'est une évidence, mais qui est pas tellement prise en considération. Le comportement moral fait du bien. Quand on se comporte de façon éthique, par rapport à notre propre éthique, on se sent bien. Quand on fait quelque chose qui est en décalage avec notre éthique, on ne se sent pas bien. Moins bien. Donc il y a un effet bienfaisant d'un comportement éthique sur notre équilibre psychologique. Maintenant, dans le domaine relationnel, il y a aussi un impact, parce que, évidemment, une des raisons pour lesquelles c'est désagréable, par exemple, de mentir
ou de dire du mal de quelqu'un, c'est que on a peur que ça se sache, on a peur d'être découvert, on a peur d'être jugé parce qu'on a dit du mal de quelqu'un, on a peur. Donc ça suscite un stress intérieur, et puis ça peut effectivement avoir des conséquences sur la façon dont les autres personnes se comportent envers nous et sur la façon dont elles nous considèrent. Donc il y a un effet sur la qualité de nos relations, de notre comportement éthique. Dans les textes bouddhistes, ils parlent, et je trouve que ce mot est très, très joli, cette expression est très jolie, ils parlent de l'extase de l'irréprochabilité. C'est-à-dire à quel point c'est profondément agréable d'être irréprochable. Et je pense que c'est vrai. Je suis pas sûr d'avoir si souvent que ça accès à cette extase de l'irréprochabilité, mais j'y crois. Donc, si on évite les brèches à notre éthique dans ce qu'on dit, en disant la vérité, en évitant la diffamation, petite ou grande diffamation, ou la violence verbale, on crée des conditions favorables pour des relations plus harmonieuses. J'ai une connaissance, je ne sais pas si je couperai ça au montage, j'ai une connaissance, quelqu'un que j'aime bien, mais qui est très critique des gens, en général. Et quand on était plus jeune et qu'on quittait une soirée, au moment où la porte se fermait, après 20 secondes, il commençait à parler des gens de cette soirée, de ce qu'il pensait de telle ou telle personne. Et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que c'était assez désagréable parce que ça m'entraînait, évidemment, par solidarité conversationnelle, à critiquer aussi ou à approuver sa critique. Et finalement, que ce soit, la question n'est évidemment jamais si c'est vrai ou pas. Et c'est souvent tout à fait vrai, on peut critiquer plein de gens de façon tout à fait correcte, mais c'est désagréable à vivre, en fait, on se sent pas bien quand on le fait. En tout cas, je me suis toujours senti mal, même en le cautionnant, et c'était il y a longtemps, mais tout à coup j'ai réalisé que je pouvais soigneusement éviter de valider ou d'encourager ou de soutenir ce genre de conversation-là avec cette personne, et que ça allait s'éteindre assez rapidement. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai trouvé ça très très agréable. Et comme j'avais une personne assez caricaturale sur ce plan-là, ça m'a servi d'entraînement pour éviter de le faire avec des personnes qui étaient peut-être moins sujettes à cette tendance-là. Et je pense que tout le monde connaît des champions et championnes de la médisance, et c'est très agréable de réaliser qu'on peut ne pas entrer en matière, et qu'on se sent bien. Et évidemment, parfois soi-même, on a cette tendance-là, et d'apprécier que ça ne nous fait pas du bien, même au-delà de l'aspect éthique, des conséquences sur les autres, mais que pour nous-mêmes, c'est désagréable. Et puis pour la question de dire la vérité, on peut y ajouter toutes les recommandations de la communication non violente, parler en jeu, exprimer ses besoins, ses demandes et ses émotions. Mais pour moi, la vérité, c'est aussi la vérité émotionnelle, c'est-à-dire quand on ressent une émotion, même désagréable ou honteuse à avouer, de la mentionner, de ne pas en tout cas prétendre qu'on en ressent une autre à la place. Ma fille de bientôt 8 ans, 7 ans et demi, a compris, elle est venue une fois vers moi en me disant qu'elle avait pas aimé parce qu'une copine à elle lui avait dit, en réponse à un jeu qu'elle voulait faire, oui d'accord je vais le faire, mais tu m'énerves. Et elle m'a dit, mais en même temps elle a dit qu'elle voulait le faire, mais en même temps elle a dit que je l'énervais, et puis je savais pas si je devais être contente ou triste. Et puis je lui ai expliqué ce que c'était que la communication passive-agressive. C'est-à-dire quand on dit quelque chose tout en sous-entendant son contraire, en tout cas quelque chose qui s'y oppose. Et je me suis fait prendre à mon propre piège, parce qu'une fois qu'elle insistait beaucoup pour que je fasse un jeu avec elle alors que j'étais occupé, après la 8e fois, je lui ai dit « D'accord, je vais le faire ». Elle me dit « Papa, t'es passif-agressif ». Elle dit « Oui, tu as raison. Alors je choisis, ou bien je le fais pas,
ou bien je le fais, mais en étant complètement investi dedans. Et j'ai choisi de le faire, mais du coup, en laissant ma mauvaise humeur de côté. Et c'est quelque chose, cette vérité-là des émotions, euh, qui est, je pense, un gros problème au quotidien dans les échanges entre les gens. Cette réticence qu'on a à exprimer qu'on ressent une émotion qui est peut-être un peu honteuse ou qu'on préférait ne pas exprimer si on était vraiment la personne parfaite qu'on aimerait être. Et dire la vérité implique aussi d'exprimer réellement ce qu'on ressent. Bon, dans la tradition bouddhiste, il y avait aussi la notion d'action juste. Essentiellement ne pas tuer, ne pas voler, ne pas prendre d'intoxicants et ne pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas disponible, comme il l'exprime. Là aussi, sur un plan tout à fait pragmatique, pour s'éviter les ennuis du mari qui nous pourchasse avec un fusil. C'est sur le plan très concret, éviter les ennuis avec des personnes qui seraient heurtées par notre comportement et la culpabilité, la honte et autres conséquences de ces comportements-là. Il y a l'idée de gagner sa vie d'une façon qui ne nuise pas à autrui. Et bon, au sens, quelle que soit l'éthique qu'on choisit, je pars de l'éthique bouddhiste parce que c'est celle qui est liée à la pratique méditative, mais peu importe l'éthique qu'on choisit d'avoir, mais un certain comportement éthique va avoir un impact sur la qualité de nos relations. Maintenant, ça c'est vraiment la base. Ensuite, les relations qu'on entretient avec les autres personnes, c'est comme un iceberg. La partie qui dépasse, c'est les moments où on interagit vraiment, dans la vraie vie. Et puis il y a un énorme iceberg en dessous de l'eau qui est la relation qu'on construit intérieurement dans notre vie intérieure avec chacune des personnes qu'on connaît. Et en fait, je pense que la partie cachée de l'iceberg est probablement plus importante parce qu'elle est déterminante aussi pour ce qui se passe dans les interactions qu'on a au quotidien. Et cette partie-là, on peut la travailler avec des outils méditatifs. Pour prendre un exemple tiré de ma vie, j'ai utilisé la méditation de bienveillance un peu inconsciemment pour soigner une relation difficile que j'avais dans la vraie vie. Enfin, la vie méditative est vraie aussi, mais voilà, dans la réalité non méditative. Et une personne difficile que j'ai trouvé tellement difficile que je refusais de l'inviter dans mes méditations de bienveillance parce que quand même, et même dans la case consacrée à la personne difficile, et que j'ai choisi d'inviter un jour où j'étais courageux dans une méditation de bienveillance, en tant que personne difficile, dans cette catégorie-là. Et j'ai fait ma méditation de bienveillance, et j'étais surpris de voir que c'était moins difficile que ce que j'avais pensé. Et quelques mois plus tard, j'ai repensé à la même personne, j'ai voulu la mettre dans la catégorie difficile, et je me suis dit, mais finalement, je vais la mettre dans la catégorie neutre, qui n'est pas prévue pour ça, mais j'étais pas prêt dans la structure traditionnelle à la mettre dans la catégorie de la personne proche, donc j'ai trouvé un compromis. Et de nouveau, c'était relativement facile, et je sentais moins de réaction que la première fois que je l'avais fait. Et quelques mois plus tard, je l'ai intégré comme personne proche, personne à laquelle il est facile de souhaiter du bien. Et ça correspondait vraiment à ce que j'étais devenu capable de lui témoigner en méditation. Donc il y a eu un cheminement complètement intérieur, c'est-à-dire que je n'étais pas en thérapie avec cette personne, je ne lui ai pas parlé particulièrement pendant cette période-là. Mais quand je l'ai revue en chair et en os, ça a eu un très grand impact sur la qualité de ma relation avec elle. Donc je pense que ce travail sous-marin peut avoir un effet important sur ce qui se passe dans notre vie ensuite, en relation avec des personnes avec lesquelles c'est difficile.
En fait, on passe énormément de temps à ruminer sur nos relations, et ce temps-là est un temps qu'on peut changer avec la pratique méditative et qui a un effet sur nos relations. Donc je vous propose de faire un petit travail de gratitude pour commencer. Quelques expirations pour laisser le corps se relâcher. Et avec votre imagination, en évoquant, en convoquant tous vos proches, à vous de choisir combien votre imagination peut en contenir. Vous pouvez imaginer qu'ils sont autour de vous, un demi-cercle peut-être de personnes autour de vous. Quels sont les visages, quelles sont les personnes que vous invitez dans cet espace? Ça peut être des proches avec lesquels la relation est facile, mais aussi des proches avec lesquels la relation est plus difficile. Et quand vous avez évoqué ces noms et ces visages, plaçant une première personne au centre de votre attention, appréciant la présence de cette personne, et en la remerciant pour quelque chose qu'elle vous apporte, qu'elle vous a apporté. Pourquoi, de quoi pourriez-vous la remercier? Je te remercie pour pourquoi? Et une autre personne, prenant le temps de la remercier, une ou plusieurs raisons. Et une autre personne, et de quoi pourriez-vous la remercier? Et une autre personne, adressant vos remerciements
et une autre personne. Et une autre. Et peut-être une dernière personne un peu moins facile à remercier. Et en adressant un merci intérieur à toutes ces personnes, et en laissant ce merci résonner. Appréciant ce que c'est pour vous que cette qualité de gratitude, comment elle se manifeste. Est-ce qu'il y a des observations? Et j'ai eu beaucoup de peine aussi. Mais pas parce que c'était une personne abominable, mais parce qu'en termes de gratitude, je savais pas de quoi la remercier. Donc pour finir, je l'ai remercié pour son ouverture d'esprit dans nos conversations. Ce qui est un truc vraiment... Voilà, mais j'ai dit quelque chose. Euh, alors c'est un état d'esprit, la gratitude, qui est là aussi égoïstement agréable à pratiquer. Et c'est un remède préventif pour l'ingratitude et pour la focalisation sur ce qu'on a reproché aux autres. Donc ça permet d'équilibrer nos relations intérieures et de révéler un peu plus cet aspect, ce qu'on peut, ce pourquoi on pourrait remercier les autres, et de lui donner un peu plus d'espace. Ça ne nous empêchera jamais de prendre conscience des torts causés par les autres. On est très, très doué et programmé génétiquement pour s'en rendre compte, mais ça nous permet d'apprécier les nuances et de ne pas oublier ce qu'on leur doit et ce qu'ils nous apportent. Et je suis persuadé que ça a un impact dans nos relations concrètes quand on se lève du coussin après avoir pratiqué la gratitude. En l'occurrence, je pense que c'est aussi une pratique, et c'est plus cette direction-là que je voulais souligner ce soir, c'est aussi une pratique qu'on peut faire informellement, c'est-à-dire quand on est face à quelqu'un, surtout si on sent, si c'est une personne proche et qu'on sent qu'on est dans un moment de tension, de se rappeler les raisons pour lesquelles on aurait envie de la remercier et de ramener ça à notre esprit, sans que ce soit une façon de nous interdire, par exemple, d'être irrité par la personne en face de nous, mais juste de rétablir la personne complète, plutôt que seulement cette partie irritante qu'on perçoit à ce moment-là.
Et même sans situation tendue, de simplement quand vous êtes entouré de vos proches, de temps en temps, les remercier intérieurement. Et s'ils vous disent « tu me regardes bizarrement », regardez quelqu'un d'autre. Avec la bienveillance, on peut faire le même travail. Mais pour la bienveillance, j'aimerais évoquer un autre environnement. Donc on peut fermer les yeux, position confortable. Et peut-être un peu plus de créativité dans l'imagination en choisissant un endroit dans lequel vous vous trouvez souvent, avec d'autres personnes qui ne sont pas des proches. Alors, le choix typique, ce serait le lieu de travail. Vous pouvez évoquer votre lieu de travail, mais vous pouvez aussi évoquer un endroit que vous connaissez bien, où il y a des gens que vous connaissez un peu, ou en tout cas que vous fréquentez suffisamment pour pouvoir les imaginer, pour pouvoir vous faire une idée de chaque personne. Si vous allez au fitness tous les jours, peut-être le fitness. Si vous avez un café où vous avez vos habitudes, un sport ou une autre activité que vous pratiquez en groupe. Et quand vous avez choisi le lieu, avec votre imagination, évoquant ce lieu et les personnes que vous y rencontrez, que vous y trouvez. En faisant défiler les visages. Vous pouvez imaginer là aussi que ces personnes sont autour de vous. Et en formulant une phrase de bienveillance que vous pourriez adresser à chacune de ces personnes. Choisissant une seule phrase que vous pourriez adresser à chaque personne. Je te souhaite quoi? Qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter? Quand vous avez une phrase à l'esprit, en plaçant une première personne, un premier visage, un premier nom peut-être, au centre, et en adressant cette phrase à cette personne-là, en la répétant intérieurement.
une autre personne, la même phrase. Une autre personne, une autre, et s'il y a une personne la plus difficile du bureau, une personne à laquelle il est moins évident pour vous d'adresser ces mots, en la choisissant maintenant. Il y avait une personne, pour qui est-ce qu'il y avait une personne un peu plus difficile? Je pense surtout aux personnes qui ont choisi leur lieu de travail, ok. Et comment c'était pour cette personne-là? Vous avez senti la petite réticence ou la petite... Ouais. Pour qui ça n'a pas changé grand-chose finalement? Ok. Ce qui est intéressant avec la bienveillance informelle, c'est qu'en fait, ça a un effet cumulatif. Si on passe un certain nombre de fois, et c'est ce qui s'est passé pour moi dans la méditation de bienveillance aussi, avec cette personne difficile, si on passe un certain temps à souhaiter du bien à quelqu'un, ça a forcément un impact sur notre relation intérieure avec cette personne-là, même si c'est quelque chose de très nuancé, ça reste une personne parfaitement odieuse, désagréable, mais l'effet que ça a sur nous sera peut-être différent. Et la bienveillance informelle, alors, au bureau c'est génial, vous pouvez juste regarder autour de vous et puis envoyer vos phrases intérieurement à toutes les personnes derrière leur ordinateur. Mais c'est aussi pas mal quand vous sortez et que vous allez à la COP ou à la Migros de pratiquer la méditation de bienveillance informelle dans un supermarché, qui est à peu près la seule chose sensée qu'on puisse faire dans un supermarché, à part si on doit se concentrer à 100% sur la liste des courses. Et là aussi, si vous faites par exemple de la bienveillance informelle, pour prendre un exemple extrêmement concret, en sortant d'un parking en voiture, pour tous les conducteurs autour de vous, si quelques mètres plus loin, une voiture vous coupe la route, il est possible que ça ait un impact sur votre réaction intérieure face à cet automobiliste énervant. Donc ces petits moments en fait où on se focalise sur une bienveillance informelle qui peuvent paraître un peu relever de la méthode Coué, un peu naïve et bisounoursienne, ça peut vraiment avoir un effet sur la violence et l'intensité de notre réaction négative face à des personnes qui nous énervent. Donc c'est un bon investissement de prévention. C'est vraiment compliqué si vous avez passé 10 minutes à souhaiter de la bienveillance à toutes les personnes autour de vous, de passer d'un seul coup à
un énorme agacement. Ce sera atténué et ça n'a pas de prix, comme c'est très désagréable. Bon, pareil pour la joie empathique informelle, on va pas la pratiquer ensemble, mais c'est cette capacité à se réjouir du bonheur des autres, en tout cas à leur souhaiter d'en profiter, à leur souhaiter qu'ils continuent. Sur le plan relationnel, c'est un remède à l'envie. Et vous pouvez juste, en fermant les yeux, est-ce qu'il y a des gens que parfois vous enviez? Pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont. Ok. Et quelle phrase pourriez-vous utiliser pour vous réjouir du bonheur de ces personnes-là ou de cette personne-là? Peut-être je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je me réjouis de te savoir heureux, j'espère que tes succès vont continuer, je te souhaite de profiter de ce qui va bien dans ta vie. Ça peut être une formulation toute simple, profite, ou plus longue. Comment est-ce que vous pourriez exprimer cette intention de joie empathique? Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Si une personne et une phrase vous sont venues, vous avez un petit travail de méditation informelle que vous pouvez faire la prochaine fois que vous pensez à cette personne. Et si vous êtes en face d'elle, encore plus. La compassion informelle, pour moi, c'est un état d'esprit, quand j'ai réalisé qu'on pouvait le cultiver, qui a eu un très grand impact, parce que ça m'a vraiment ouvert une façon d'être qui ne me fasse pas de mal face à quelqu'un qui souffre. Donc, c'est extrêmement utile comme état d'esprit informel. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas bien, on peut ressentir de l'indifférence, parfois pour se protéger, une espèce de soulagement stupide qui peut se produire parfois. C'est un peu peut-être excessif de dire soulagement, mais ça n'arrive peut-être qu'à moi, mais je sais que parfois il y a une espèce de soulagement que ce soit pas tombé sur moi, en fait. Quand j'apprends que quelqu'un a une tuile et que j'aurais pu avoir la même tuile, tout en sachant que c'est à la fois nul et irrationnel, une espèce de réflexe, comme si la météorite était tombée à côté, et que je souffle qu'elle soit pas tombée sur moi. Et l'indifférence, cette espèce de soulagement, il y a la pitié, bien sûr, il y a la tristesse, le fait que ce soit accablant, que ça puisse arriver quelque chose comme ça puisse arriver à quelqu'un. À l'inverse du soulagement, très souvent il y a la culpabilité, que à nous ça n'arrive pas et à cette personne ça arrive. Donc la compassion donne la possibilité d'être complètement en contact avec la souffrance de quelqu'un et d'une façon qui ne nous fait pas du mal, et qui nous met en condition d'aider autant qu'on puisse le faire, pour autant qu'on puisse le faire, cette personne. Donc c'est un état d'esprit relationnellement très sain, parce que quand vous écoutez quelqu'un parler de ses problèmes et que vous sentez, ça peut être de la tristesse, du découragement, ça peut être de l'agacement, ça peut être la volonté de lui donner des conseils, de formuler à la place, dans un premier temps en tout cas, une phrase de compassion, c'est-à-dire un souhait que la souffrance de cette personne soit allégée, que ça s'arrange pour elle, qu'elle vive ce qu'elle vit en ce moment le mieux possible, et le lui adresser intérieurement, ça peut faire beaucoup de bien à la conversation et à votre état d'esprit aussi. Ok, je ne vais pas vous parler de l'équanimité. J'en ai parlé dans une autre soirée.
parce que je veux essayer de consacrer un moment au pardon en méditation. Alors, il y a une méditation du pardon que je ne vais pas vous faire parce qu'elle est longue et que je n'ai jamais mise en ligne, mais j'avais fait une soirée sur le pardon. Donc la méditation, l'enregistrement existe. Et ce que je propose, c'est de vous l'envoyer pour les personnes qui aimeraient pratiquer cette méditation. Je vous enverrai l'enregistrement. Mais j'aimerais juste parler du pardon, toujours dans cette optique de travail intérieur, hein, pas du pardon effectif où on va voir la personne et on lui dit « je te pardonne ». Le pardon n'est pas un état ou un résultat ou un truc qu'on obtient. Dans la logique méditative, c'est un processus. On peut prendre la direction du pardon comme on prend la direction de la bienveillance, comme on prend la direction de la compassion. Ça ne garantit rien par rapport au résultat. C'est un engagement dans une direction. Donc on est en train de pardonner. On n'a pas forcément pardonné. La rancune peut se réveiller à tout moment, donc c'est vraiment un processus continu. Si on prend la direction du pardon, ce n'est pas pour lui faire ce plaisir, c'est égoïstement pour que nous-mêmes on se sente mieux. Parce que, et c'est une phrase que je trouve géniale et extrêmement juste, la rancune est ce poison que l'on avale soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre. Et je trouve cette phrase fantastique parce que c'est exactement ça. Il y a parfois des expressions qui décrivent la réalité de façon extrêmement précise, et c'est exactement ça. On est la principale personne qui souffre de notre propre rancune, mais dans la rancune, il y a cette idée qu'on le fait pour punir l'autre ou en réponse à ce que cette personne nous a fait, et il n'y a qu'à nous que ça nuit. Donc quand on prend la direction du pardon, c'est avant tout pour se faire du bien à soi. Ce n'est pas est-ce qu'elle mérite que je lui pardonne, c'est est-ce que moi je le mérite. Et ça n'implique pas, et je pense que c'est pour ça qu'on peut le faire d'une façon où on se sent en sécurité, ça n'implique pas de changer de relation avec qui que ce soit autrement qu'intérieurement. On n'est pas obligé d'inviter cette personne à boire le thé, de lui servir une tranche de madeleine, de lui dire « je t'ai pardonné », de lui écrire une longue lettre. On n'est pas obligé de se réconcilier. On peut faire ce travail de pardon de façon complètement intérieure, dans la sécurité de notre vie intérieure, et ne la manifester que si et quand on a l'impression que ça nous fera du bien et que c'est le bon moment pour nous. Ou ne jamais le faire. Et un autre élément important, ça n'implique pas de pardonner les actions des personnes. Ça implique un travail sur notre relation avec la personne dans le présent. L'action peut tout à fait être impardonnable. Mais on n'a pas de relation avec des actions, on a des relations avec des personnes. Et on ne peut pas changer les actions passées, mais on peut changer la relation présente. Même avec une personne qui a disparu de notre vie. Une autre phrase qui correspond à cette réalité-là, abandonner tout espoir d'un passé meilleur. J'aime beaucoup cette phrase. Et parfois, c'est ce qu'on cherche, en fait. Un passé meilleur. Puisque le pardon implique des personnes et pas des actions, ça n'implique pas de relativiser la gravité des actions, de nier le dommage causé. Et il y a cette superstition parfois, mais je pense chez beaucoup de gens, certainement chez moi, que pardonner, et particulièrement pardonner trop facilement, serait nier la gravité des actes commis. Et c'est pas le cas. La gravité des actions peut être reconnue tout en pardonnant à la personne. On reconnaît avant tout les circonstances, et
toutes les circonstances intérieures et extérieures qui ont contribué à ce que ça se produise. Et je sais qu'un moment où j'ai pu observer ce processus-là collectivement, c'était dans un des cours de Mindful Eating, de manger en pleine conscience, une des formations que j'avais suivies, où on nous avait fait un exercice que j'ai ensuite proposé dans la formation que j'ai donnée, de réflexion sur la façon dont nous mangions en famille, sur les règles, sur les rituels, est-ce que la nourriture était une punition, une récompense, enfin, sur, en fait, tout le développement de notre relation à la nourriture pendant l'enfance. Et évidemment, dans une formation de personnes qui voulaient enseigner une méthode pour cultiver une relation harmonieuse à la nourriture, il y avait plein de personnes qui avaient une relation compliquée à la nourriture, donc qui avaient vécu dans leur enfance les germes de cette relation-là. Donc il y avait beaucoup de matériel. Et quand on a discuté, alors beaucoup de gens ont évoqué les souvenirs, il y a eu beaucoup d'émotions. Et la conclusion à laquelle tout le monde arrivait, avec le recul des adultes que nous étions, c'est cette prise de conscience que nos parents, dans la façon dont ils nous avaient éduqués, avaient fait exactement ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et qu'ils avaient reçu eux-mêmes une éducation, qui vivaient dans certaines circonstances, et que finalement, ils avaient fait de leur mieux avec le peu ou le beaucoup de ressources qu'ils avaient. Et ça semble complètement finalement évident, mais c'est parfois extrêmement difficile d'aller au-delà de la personne et d'admettre que cette personne elle-même a des circonstances qui l'ont faite telle qu'elle était quand elle nous a causé du tort. Mais là aussi, on n'est pas obligé de faire tout ça. Quand on médite sur le pardon, on le fait avec des phrases et on donne une direction avec ces phrases, mais comme dans la méditation de bienveillance, parfois on peut les répéter et observer qu'il y a beaucoup de résistance et qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on s'engage dans cette direction-là. Et c'est ça qui a de la valeur. Une citation que je vais essayer de traduire de Catherine Ponder. Quand on garde du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un, on est lié à cette personne par un lien, une chaîne émotionnelle qui est plus dure que l'acier. Et le pardon est le seul moyen de dissoudre ce lien et de s'en libérer. Et c'est probablement aussi une des façons les plus justes, en quelques mots, de définir ce que c'est que ce processus de pardon. Tant qu'on a du ressentiment, on est paradoxalement extrêmement proche de la personne contre laquelle on a du ressentiment. C'est le ressentiment, la rancune, crée une relation intérieure extrêmement intime et qui peut être dissoute quand cette rancune se relâche. Donc la méditation centrée sur le pardon, elle a 3 phases. On prend conscience des torts qu'on a causés à autrui et on demande pardon. Donc on choisit les personnes auxquelles on a causé du tort et on leur adresse des excuses intérieurement. Et c'est évidemment important de commencer par là. Ensuite, on se pardonne soi-même du tort qu'on s'est causé à soi-même, des moments où on n'a pas su prendre soin de soi suffisamment. Toujours en répétant une phrase qui exprime ce pardon. Et finalement, parce que c'est à ce moment-là qu'on est peut-être le plus prêt à le faire, on pardonne verbalement à une personne qui nous a causé du tort. Donc cette méditation, je vous l'enverrai par mail si vous êtes intéressé. Je voulais faire une place pour ce pardon méditatif parce que là aussi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut pardonner dans notre espace intérieur de façon sûre, c'est-à-dire sans changer quoi que ce soit à nos relations
mais qu'on peut faire ce travail intérieur et voir où il nous mène et jusqu'où ensuite il peut avoir un impact dans les relations concrètes. Et que c'est probablement beaucoup plus facile d'envisager le pardon comme un processus continu qu'on peut vivre intérieurement que comme une grande déclaration qu'on est censé faire parce qu'on a finalement atteint ce pardon et qu'on est prêt à l'exprimer à la personne concernée ou aux personnes concernées. Donc, ça c'était le gros morceau de l'iceberg, c'est tout ce travail qu'on peut faire en méditation formelle et en méditation informelle sur les relations qu'on a avec les autres. Maintenant, il y a la communication en pleine conscience. Ce qui dépasse. Et pour travailler sur la communication en pleine conscience, je vous propose de prendre une position de méditation bien confortable. Et en laissant le corps se détendre. Avec chaque expiration, prenant conscience de cette détente, là où elle peut s'installer. Votre attention est avec le corps et avec chaque expiration, vous observez à quel endroit et de quelle manière le corps peut se détendre. Et en prenant le temps, et je vais vous laisser du temps, prenant le temps d'évoquer le souvenir d'un échange désagréable avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être un souvenir récent ou si vous menez cette fameuse vie parfaite entourée de gens merveilleux en remontant le temps. Le premier souvenir qui vous viendra à l'esprit. Vous aurez probablement du temps pour en parler à quelqu'un, donc choisissant peut-être quelque chose que vous soyez d'accord de partager, même si vous choisirez ce que vous en raconterez.
Si quelqu'un a encore besoin de temps, vous pouvez discrètement lever un doigt. Ok. En évoquant ce souvenir, en commençant par évoquer le lieu, et en laissant les images, le film, les impressions vous revenir. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été dit? En vous repassant la scène, en la revivant intérieurement. En évoquant le pire moment ou le moment le plus intense. En évoquant le moment le plus intense, tournant votre attention vers les sensations, observant comment le corps réagit à ce souvenir. Quelles sont les sensations? Laissant le corps se détendre. À l'expiration, laissant ces sensations-là se détendre si elles en ont besoin. Prenant le temps de reconnaître et de nommer les émotions. Quelles émotions? En prenant conscience de la respiration, laissant ce souvenir pour vous focaliser sur la respiration. Et en évoquant à nouveau ce moment, mais en prenant une perspective extérieure, la caméra qui filmerait cette interaction, en imaginant que vous voyez tous les protagonistes, vous y compris, et que vous revivez cette scène comme si elle avait été filmée par une caméra extérieure. Observant les visages, écoutant ce qui est dit par les uns et les autres,
À quoi est-ce que ça ressemblerait? Et que penserait cet observateur extérieur? Qu'est-ce qu'il remarquerait? Et un autre changement de perspective, en revivant cet échange avec la perspective de l'autre ou d'une des autres personnes, imaginant ce qu'elle verrait avec ses yeux à elle, ses yeux à lui, en vous regardant, en vous mettant à la place de cette personne. Tout le déroulement de la scène avec son regard. Et autant que votre imagination vous permette de le faire en nommant les émotions que cette personne a peut-être ressenties. Et comment est-ce que c'était d'adopter cette perspective-là? Qu'est-ce que cette personne, dans votre imagination, dirait de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a observé? Et en ramenant votre attention à la respiration, en prenant un grand soin de centrer votre attention sur la respiration dans les 10 prochaines respirations. Vous pouvez même les compter. Et en imaginant que la fée de la méditation passe par là et qu'il vous ait donné la possibilité
de revivre ce moment en étant dans un état de parfait équilibre méditatif, avec un esprit lucide, calme, bienveillant, sortant d'une longue méditation, vous êtes parachuté à nouveau dans cette situation. Qu'est-ce qui change dans le déroulement de ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez différemment? Qu'est-ce que vous faites ou dites différemment si vous êtes maintenant dans cet état parfaitement méditatif? Et qu'est-ce que vous, la personne qui médite, pourrait souhaiter le bienveillant à vous, la personne qui a vécu cette situation? Quelle est la phrase que vous pourriez vous adresser? La version originale de la situation. Je me souhaite quoi? Et qu'est-ce que vous pourriez souhaiter de bienveillant à la personne ou aux personnes avec lesquelles vous avez eu cet échange difficile? Quelque chose de réaliste que vous seriez d'accord de leur souhaiter. Et finalement, ce que vous pourriez souhaiter à toutes les personnes impliquées, ensemble, je nous souhaite quoi? Et vous pouvez former silencieusement avec cette grâce et cette maîtrise infinie du langage non verbal qui vous caractérise, former des paires pour passer un petit moment d'échange sur ce que vous venez de faire méditativement. D'après mon calcul, ça devrait marcher. Alors vous pouvez vous remercier pour cette qualité d'écoute que vous vous êtes accordée mutuellement. Est-ce que vous avez apprécié, parce que ça fait peut-être longtemps que vous l'aviez plus fait, ce que c'est que d'être écouté par quelqu'un quand on parle de ce genre de situation-là, d'être vraiment écouté avec cette qualité d'attention? Parce que en soi, c'est vraiment quelque chose de se sentir écouté, d'avoir quelqu'un qui nous accorde 100% de son attention en face. Je trouve toujours que c'est très intense quand on parle de quelque chose de désagréable, d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de préparer le conseil ou le commentaire, mais qui nous écoute. C'est assez agréable, en tout cas pour moi. Le temps, évidemment, me manque, donc je vais faire les choses.
En deux temps. D'abord, pour les interactions, pour cette partie visible de l'iceberg sur laquelle on vient de travailler, le secret, c'est évidemment d'essayer de se rapprocher de l'état idéal que vous avez imaginé. Donc de récupérer de la pleine conscience dans les circonstances où on la perd à toute vitesse. C'est difficile, sur le moment même, de s'extraire de la situation. Ce qui peut nous aider à le faire, c'est justement l'écoute de la personne en face, donc d'utiliser la personne en face de nous, même temporairement, comme objet de méditation, de se focaliser sur elle. Ça permet, en plus que ce soit agréable probablement pour la personne, de prendre un peu le recul et de récupérer un peu de pleine conscience, de refaire fonctionner notre cortex préfrontal et de pouvoir trouver des réponses différentes à la suite de la conversation. Donc, d'utiliser la personne en face comme objet de méditation. Et autant vous pouvez nommer vos propres émotions, autant je trouve extrêmement intéressant quand on est en train d'écouter quelqu'un de nommer les émotions qu'on observe sur le visage de cette personne. C'est-à-dire d'observer aussi les émotions visibles en face de nous et de les reconnaître et de les nommer. Ça a déjà l'effet, c'est terrible de dire ça, mais ça a l'effet d'humaniser la personne en face de nous. Parce que elle est pas juste en train de nous dire des choses désagréables, elle est en train de ressentir certaines choses et on peut les reconnaître, c'est pas compliqué. Sur les visages, on voit très bien de quelle émotion il s'agit. Donc l'écoute de la personne comme moyen de se mettre en mode méditatif et la reconnaissance de ses émotions à elle aussi. Et une fois qu'on est en mode méditatif, tout est facile. Donc le secret, c'est de sortir de la transe conversationnelle. Et quand on arrive à le faire, c'est pas très compliqué, à défaut d'avoir une interaction parfaite, d'au moins dire ce qu'on veut vraiment dire et de ne pas dire ce qu'on ne veut pas dire. Et c'est le mieux qu'on puisse faire dans une conversation. Si on suit des principes de communication non violente, c'est très bien aussi, mais essentiellement, c'est juste être en pleine possession de nos moyens quand on a tendance à les perdre. Maintenant, observation s'il y en a sur le changement de perspective et puis sur le scénario idéal. En quoi est-ce que c'était différent et qu'est-ce que ça vous a montré? Moi, j'ai surtout été frappé, c'était un échange avec une dame, quand j'ai changé de perspective par la dimension physique, où pour l'observateur extérieur, c'était une petite dame, mais je suis quand même un grand monsieur, la dimension physique prenait beaucoup plus d'importance. Et à quel point je pouvais paraître menaçant parce que j'étais en colère et plus grand et plus fort, m'apparaissait pas quand je suis à ma place, je me perçois pas comme étant menaçant, mais l'observateur extérieur, oui. Et évidemment aussi quand j'ai pris sa perspective à elle, donc ça c'était intéressant. Et j'ai dit vraiment des choses magnifiques dans cet état idéal méditatif dans lequel j'étais en rêve, tellement adéquat et approprié. Qu'est-ce que vous avez observé? Là, on est de nouveau, et moi j'ai eu finalement la même conclusion, c'était un désengagement, ce que j'ai fait dans la version idéale, vraiment un engagement minimal. Et je pense aussi qu'on travaille avec, on travaille sur l'iceberg pour que quelque chose puisse se passer différemment si on revit la même situation. Je suis assez convaincu que ce genre d'expérience-là peuvent changer la façon dont on abordera une situation similaire qui se représentera. Donc je pense que cet exercice a de la valeur pour cette raison-là. Que ça peut vraiment... Parce qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vu sur le moment. De revivre la situation nous permet de remarquer plusieurs choses qu'on n'aurait pas remarquées autrement. Donc, je peux que vous encourager à le faire de temps en temps, de revisiter des moments désagréables vécus. On n'a pas très envie de le faire, mais c'est vraiment enrichissant de le faire. Je vous souhaite d'avoir des communications épanouies. Et si vous êtes là à la semaine prochaine, si vous voulez boucler votre conversation, c'est un peu frustrant de ne pas avoir pu se dire juste peut-être 2 ou 3 choses avant de partir, vous pouvez le faire, on a dépassé le temps, mais voilà, à vous de voir si vous voulez conclure.